Aujourd'hui, on reçoit Samy Kanan, ancien maire de Genève, pour une conversation sincère. Bienvenue dans En bonne compagnie. Samy, on se retrouve autour de cette belle table, à l'Hôtel des Eaux Vives, c'est ça? L'hôtel-restaurant du Parc des Eaux Vives, si on veut prendre le nom complet, mais effectivement dans ce magnifique Parc des Eaux Vives. Ouais. Ok, vous pouvez nous en parler un petit peu de cet hôtel? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter dessus? Oui, alors il se trouve que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a deux parcs en fait, l'un après l'autre, la Grange et le Parc des Eaux Vives, ils sont reliés. Et puis le parc Lagrange est un vrai legs de William Favre, d'où le nom de la rue à côté. Ok. Dans les années 1915, 17, 18, il a légué ce parc, c'est du domaine privé, hein, Mhm. à la ville, à condition que ce soit un parc public, qui est évidemment très positif, très apprécié. Celui-ci, en revanche, a été acheté par l'ancienne commune des Eaux Vives, parce qu'il y avait un projet de construction immobilière. Et heureusement que la commune l'a acheté. Donc ça fait un énorme domaine vert. Et l'hôtel-restaurant appartient, les murs, pas l'exploitation, à la ville de Genève. Ok, très bien. Donc on remercie l'hôtel du Parc des Eaux Vives de nous recevoir. Et on va parler avec Lina aujourd'hui, on va parler d'emploi en Suisse. C'est l'essentiel de notre rencontre via notre partenaire Swiss Jobs. Je vais commencer avec une première question sur le recrutement en Suisse ou plutôt à Genevois. Selon vous, est-ce que le recrutement aujourd'hui fonctionne vraiment dans sa forme actuelle? Alors, c'est complexe parce qu'on a un marché du travail qui est effectivement très dynamique. Le Mhm. marché du travail suisse, il est quand même dans l'ensemble porteur, hein, donc du coup ça attire aussi beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs. Et le paradoxe, c'est qu'on a à la fois, on sait démographiquement, on va avoir un manque de spécialistes ou même de gens au sens large dans plein de branches. Même par exemple, on parle des métiers sociaux et sanitaires. Et à contrario, on peut avoir des gens qui ne trouvent pas, notamment aujourd'hui, on sait que les jeunes ont de la peine à trouver le premier emploi, puisqu'on leur demande à la fois d'avoir l'expérience et d'être qualifiés, et maintenant ils viennent de commencer. C'est le paradoxe, Ouais. paradoxe de C'est le l'emploi. paradoxe, et puis les exigences sont quand même élevées qu'on pose aux gens. C'est pas évident, ça dépend des postes, parce que dès qu'on a des postes qui attirent beaucoup de candidatures, je me rappelle quand on recrutait par exemple des choses qui de près ou de loin étaient responsables de projet, ou les métiers liés à la communication, ou au secrétariat, on avait des centaines, voire des milliers. Je sais qu'à la voirie, donc pour la gestion de l'espace public, le nettoyage, il y avait des milliers de candidatures pour un poste. Parce que, Qui viennent évidemment, de l'étranger, hein? alors même ici, alors de l'étranger, mais aussi d'ici, parce qu'évidemment, comparativement en plus pour des métiers de nettoyage, le secteur public paye mieux que le secteur privé. Et donc, c'est pas évident le recrutement aujourd'hui. Et puis surtout, on a beaucoup d'employeurs, dont les emplois publics ont des départs à la retraite massifs ces 10, 15 prochaines années. Donc, D'accord. en fait, il y aura beaucoup, beaucoup de postes vacants. Ce qui met une pression. C'est à la fois une opportunité parce qu'on peut réorganiser, mais c'est aussi un énorme défi pour trouver les gens et gérer littéralement les processus de recrutement aussi. Est-ce que le marché de l'emploi en Suisse a toujours été comme ça ou il y a eu vraiment une évolution par rapport à votre jeunesse, vous par exemple? Qui était il n'y a pas si longtemps. Merci, c'est gentil. Alors, je ne suis pas un spécialiste du marché de l'emploi, mais je pense que c'est clair que les choses bougent plus vite en général. La Suisse, on dit historiquement qu'une des forces de la Suisse, c'est son apprentissage professionnel, qui ensuite a été prolongé avec les hautes écoles spécialisées. Et qu'on n'a donc pas que des universitaires, et ça c'est très bon pour... ça reste comme des filières qui marchent bien, et même l'apprentissage sans aller en haute école spécialisée. Mais c'est clair que les métiers bougent plus vite, tout bouge plus vite, et puis du côté des employeurs aussi, honnêtement, à part les employeurs publics, mais dans le privé, les entreprises se réorganisent beaucoup plus vite. Les banques changent, l'industrie change. Donc la lisibilité aussi, je pense, c'est moins facile de se repérer. Parce qu'on lit aussi beaucoup de choses, on lit plus qu'à l'époque. Je veux dire, les réseaux sociaux, les métiers vont disparaître à cause de l'IA. Donc, même si ça a toujours été un marché dynamique, mais le tertiaire a augmenté, l'industrie a quand même... Il y a toujours l'industrie en Suisse, mais moins. Donc, même en Suisse, ça a bien changé. Ouais. Donc le tertiaire, on parle plus des services, on parle de cette catégorie-là qui recrute plus, c'est ça? Industrie, c'est plus Bah, disons que compliqué. l'industrie, historiquement, on a une industrie forte en Suisse, mais voilà, la compétition internationale fait que vous voyez de temps en temps quoi, que telle branche, la sidérurgie ou d'autres branches classiques de l'industrie des machines perd des plumes. Elle existe encore. Hein. Après, on a heureusement l'horlogerie qui continue, voilà, qui, même si elle aussi elle a des moments compliqués, mais globalement elle se porte bien. On a la pharma, bien sûr, moins à Genève, mais on a la pharma, l'industrie du luxe, plein d'autres branches qui heureusement vont bien. Le high-tech aussi va très Les bien. secteurs les plus porteurs aujourd'hui en Suisse? Pour ce que j'en sais, comme je dis, je ne suis pas spécialiste, mais aujourd'hui, Sinon, on va partir du fait que vous êtes spécialiste. ouais, ouais, Plus que nous. ouais, mais malgré tout, je ne suis pas. Mais je sais que effectivement, ouais, le marché du travail suisse recrute, ça c'est clair. Par contre, c'est moins évident de repérer exactement comment. C'est-à-dire, c'est moins standard, quoi. Il y a une époque, je ne sais pas, les banques, il y avait des métiers très standardisés dans la banque. Maintenant, on sait que les banques, à la fois, réduisent beaucoup d'aspects, back-office notamment, parce que, je sais pas, il y a une numérisation, digitalisation, intelligence artificielle.
mais il continue à avoir besoin de spécialistes. Par exemple, à Genève, on a un secteur très fort dans le négoce des matières premières et la finance en général. Donc, c'est moins lisible, c'est moins facile à se repérer qu'à une époque, parce que les formations elles-mêmes n'ont pas beaucoup bougé, enfin, les formations de base. Après, tout ce qui est master, certificat, advanced studies, il y a beaucoup de choses très modernes et qui sont plus interdisciplinaires. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi plus besoin de gens qui sont polyvalents. Mais les formations de base restent les diplômes qu'on connaît, hein. Juriste, biologiste, Sciences Po, etc., ingénieur. Mais le marché du travail, il est moins évident à lire et à comprendre. Ça bouge très vite, à tout point de vue. Du coup, comment on repère la polyvalence d'un candidat aujourd'hui? Comment ça se fait? C'est intéressant de voir si déjà, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, en plus, quand on étudie, quelle que soit la filière d'ailleurs, c'est plus exigeant qu'avant, donc il est moins facile de faire des choses à côté. Parce qu'à l'époque, comme moi j'étudiais, on pouvait s'organiser pour avoir des jobs, et souvent on a besoin de jobs à côté, de petits jobs. Mais disons quelqu'un qui a au moins montré la curiosité pour faire d'autres choses à côté, ça va être très prosaïque, servir dans un café ou des petites choses pas forcément prestigieuses ou incroyables, ou même bénévoles aussi. Ça montre déjà une ouverture d'esprit, une curiosité et puis l'envie d'avoir des expériences différentes, aussi très concrètes. Puis après, bah, le problème du recrutement, on sait, c'est qu'il faut passer le premier filtre. Ouais, c'est ça, Et c'est très difficile parce que Comment on passe le premier filtre aujourd'hui? bah, on sait que le temps accordé à la première lecture est rapide. Et je ne parle même pas du cas de figure où on confie ça à l'IA, mais même si on fait encore ça à titre humain, en tout cas dans l'administration, autant que je sache, ça reste encore c'est en train d'évoluer, mais pour l'instant, c'est encore des êtres humains qui font le premier filtre. On sait que c'est le premier coup d'œil. Il n'y a pas de recommandation magique, mais effectivement, il faut que l'essentiel des infos soit visible assez vite, y compris justement sur ce côté, bien sûr, le titre formel, on est juriste par exemple, mais aussi d'autres éléments qui montrent une certaine polyvalence, une certaine curiosité, les langues, déjà, avec les langues, ça continue à compter, mais aussi voilà, d'autres expériences qu'on a faites. Et ce qui se fait beaucoup, c'est aussi le CV vidéo. Vous en Ouais. pensez quoi? Alors moi, j'ai aucune expérience de recrutement via le CV vidéo. Le CV vidéo, la question qui se pose, c'est si on est dans un recrutement où il y a beaucoup de gens qui vont postuler, je pense pas en tout cas qu'un être humain va prendre le temps de regarder les vidéos parce que c'est plus long que jeter un coup d'œil au CV. Par contre, ça va être en plus. Je dirais que ça remplace pas un CV classique. Je pense que ça reste. On est plutôt d'accord sur. Après, en bonus et en disponibilité, notamment pour la deuxième phase, pour la shortlist, la long list, shortlist, disons, pour ensuite anticiper les entretiens. Parce que c'est vrai que comme ça, on a une idée de la personnalité de la personne. Exactement, ouais, c'est vraiment l'objet de SwissJob. L'idée, c'est de mieux comprendre le candidat avant même de le recevoir la première fois. Moi-même, j'ai recruté beaucoup dans ma carrière. Et c'est vrai que recevoir un CV en papier ou un PDF, on se fait déjà une première idée de la personne, mais sans l'avoir vue, parfois, la personne qui passe la porte, c'est pas exactement la même qu'on a lue sur le CV. Vous en pensez quoi de ça? Oui, forcément, on a une perception beaucoup plus complète. Après, il y a l'effet classique, c'est presque comme les examens quand on est à l'université ou ailleurs, c'est-à-dire que pas tout le monde est bon à l'oral. Ça se travaille, disons, il faut pas faire une prestation d'artiste, disons, mais il faut un petit peu réfléchir à comment on a envie d'être perçu, euh, d'anticiper un petit peu les points où on n'est pas à l'aise. Je parle même pas de contenu, mais de style, quitte à en parler ouvertement. Évidemment, ça paraît banal à dire, mais d'avoir aussi une idée où on postule, de s'être un peu renseigné, puis de montrer, parce que dans beaucoup de métiers, pas tous, mais la plupart des métiers, de toute façon, une bonne partie de ce que vous avez besoin pour ensuite faire votre job, vous la prenez sur place. Donc, il faut que le recruteur ou la recruteuse ait surtout l'impression que la personne va fit in, va coller. Alors, c'est aussi bien le métier que l'équipe, que le contexte. Donc, après, c'est pas toujours facile de savoir où on va, mais d'avoir une petite idée, et en même temps, ne pas donner l'impression qu'on sait déjà tout à l'avance. On est surtout C'est dans... la subtilité de Ouais, tout ça. mais disons, c'est surtout montrer qu'on est ouvert d'esprit, qu'on est prêt à apprendre. On parle beaucoup de hard skills, bon ça c'est les compétences classiques, de soft skills et de power skills, ça vous parle? Oui, alors c'est pas de nouveau des jobs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient presque à ça. C'est-à-dire, on dit par rapport à l'IA, que l'intelligence artificielle, que les tâches un peu répétitives, mécaniques, risquent d'être largement couvertes par l'IA. Donc, ce qui fait la différence avec l'être humain, c'est quand même justement ses capacités relationnelles, d'analyse, de vue d'ensemble, même émotionnelle. Enfin, j'entends le travail d'équipe. On sait que beaucoup de choses se jouent sur le facteur humain dans l'entreprise. Et malheureusement, il y a un petit gap quand même. Parfois, les théories managériales qui prônent le climat de travail positif, enthousiasmant, motivant, inspirant, bienveillant. Puis dans les faits, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, c'est pas le cas parce que j'en sais rien. Il y a une pression, une restructuration en catastrophe. Une des choses aussi pour voir sous l'angle de la personne qui rejoint l'entreprise, je crois un des pires éléments pour l'ambiance de l'entreprise, c'est s'il y a un fossé entre le discours et la réalité. Ouais, Et c'est trop le cas. c'est vrai. C'est pas la peine de faire des discours géniaux, fantastiques si c'est pas le cas. Et ça, il faut prendre le temps d'analyser parce qu'à court terme, il faut investir ce temps, mais c'est rentable parce que si on le fait pas, alors bon, le privé peut se dire de toute façon, il y en a d'autres qui viendront à la place, mais par rapport juste à une productivité à long terme, c'est malsain.
Vous vous souvenez de votre vos premiers jobs? Comment vous avez postulé? J'ai eu la chance d'être sollicité. Donc, je dirais la seule fois où j'ai vraiment postulé, on peut dire, c'est lorsque je me suis présenté à l'exécutif de la ville de Genève. Donc, vous postulez devant votre parti, ensuite devant le peuple. Donc, c'est un peu particulier, hein, c'est pas forcément très représentatif. Vous aviez un bon CV déjà? Visiblement, puisqu'ils m'ont choisi d'abord le parti, puis ensuite le peuple. Et j'étais mieux élu 3 fois de suite de l'exécutif. Mais, mais sinon, mon tout premier job, typiquement, c'est un job à côté de mes études. Je faisais un peu l'intendant, le concierge du centre des étudiants à Zurich, où il y avait à la fois des événements, des réunions, des fêtes. Ça me faisait quelques francs, voilà, de faire donc très concret, ou de accueillir les gens, nettoyer derrière, très bien. Et on est venu vous chercher? Donc là, je crois que j'ai compris qu'il y avait un poste libre et puis j'ai dit que j'étais disponible et puis voilà. Et puis je crois qu'il y avait on était plusieurs parce qu'on ne pouvait pas être la même personne tout le temps. Et puis après, effectivement, mon premier employeur, c'était une organisation qui essaye de rapprocher l'université et l'économie autour des enjeux justement déjà du marché de l'emploi et de l'orientation des études universitaires comme chargé de projet. Je l'avais connu pendant mes études et il m'a sollicité. Et puis le job suivant aussi. Donc c'est vrai que je touche du bois. J'ai pas dû chercher activement au sens. Et du coup, c'est votre tissu, votre réseau qui a fait qu'à un moment donné, on est venu vous chercher parce que vous êtes engagé avant sur d'autres. Le réseau, mais aussi le type d'activité que je faisais. Par exemple, il y a eu comme un enchaînement. Le fait que je m'engage beaucoup dans les enjeux de la gestion universitaire, que ce soit en Suisse ou en Europe, m'a fait repérer par cette personne qui cherchait justement quelqu'un qui connaissait un sujet un peu particulier, le fonctionnement des universités, et comment elles interagissent. Surtout à l'époque, en Europe, c'était en pleine construction de l'Union européenne au niveau académique. Après, il y a la chute du mur de Berlin, donc et ça s'est ouvert sur l'Est. C'était comme un énorme champ d'opportunités qui s'ouvrait pour les universités d'Europe de l'Est. Et puis le job suivant aussi, quand j'ai fait Sciences Po, j'ai continué à m'intéresser à ça, puis notamment à comment on évalue les études universitaires ou les universités, les structures universitaires. On est de nouveau me chercher pour ça. Donc c'est vrai que les sujets qui m'intéressaient visiblement m'ont fait aussi repérer. C'est un mélange donc réseau et sujet. C'est-à-dire que le réseau pur, c'est bien, mais il faut quand même que vous existiez aussi par rapport à ce que vous apportez en termes de sujets et de connaissances. Pas forcément standard, hein, ça peut être quelque chose d'atypique, mais les gens veulent aussi examiner un peu de substance Et de et l'authenticité. de l'authenticité. Et un minimum d'expérience, alors avec le piège, comme on a dit, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément d'expérience. D'où le fait que je crois que, de manière générale, comme je dis, les études aujourd'hui, c'est complexe, c'est lourd, mais tout ce qu'on peut faire à côté, avant, après, pendant, c'est bienvenu. D'expérience au sens large. Même à la limite, moi j'étais scout par exemple quand j'étais gamin, ça peut être de s'investir dans son club sportif ou dans son quartier ou n'importe. Mais je crois que ça montre, comme je dis, curiosité, polyvalence et expérience concrète parce que le contact humain, alors les études vous l'avez bien sûr aussi, mais c'est quand même très standard. Si vous faites des projets de ce type-là, forcément de nature un peu collective, quand vous engagez dans un club par exemple ou chez les scouts, ça veut dire que vous êtes capable de vous insérer dans un groupe, a priori. Et c'est un bon Ouais, atout quand ouais, même. Les ouais. entreprises regardent ça. Ouais, la composante humaine, quoi, le soft skills, justement le comportement social. Plus que jamais, je pense, avec le côté digital. En plus, sur l'IA, bon, c'est un sujet inépuisable, on ne va pas faire long, mais on sait en fait, simplement pour dire, parce que je m'intéresse au sujet comme ça, comme lecteur, on voit bien que ceux qui l'apprennent de manière trop simpliste, c'est-à-dire elle fait le boulot à notre place, les entreprises, qu'elles soient individuellement ou en entreprise, c'est un piège. Il faut quand même checker derrière. Donc c'est vrai que les jobs évoluent de faire soi-même à superviser et contrôler ce que l'IA fait. Et ça, c'est un mindset qui est un peu différent, puis en partie des réflexes qui sont un peu différents. Ouais, l'IA doit servir normalement à améliorer ses propres skills déjà, avant même de faire à la place. Elle ne peut pas faire à la place. Non, certains éléments, et ça va évoluer, hein, ça apprend très vite, il faut reconnaître, mais si on laisse tout faire, d'autant plus qu'a priori, j'espère en tout cas que la responsabilité des décisions reste humaine. Je rappelle que j'avais importé en ville de Genève en tant qu'élu, j'étais en charge du numérique, à titre provisoire, les recommandations de la Confédération, enfin, c'était pas des recommandations, c'était des consignes à son propre personnel fédéral. Il rappelait des choses qui paraissent banales, mais qu'il fallait rappeler. Par exemple, on ne rentre pas des données confidentielles dans les outils d'IA qui ne sont pas internes. Et puis surtout que la responsabilité des décisions reste humaine. Donc vous devez être capable de comprendre et vérifier ce que l'IA, si elle a fait une préanalyse d'un dossier par exemple, c'est pas le juste prendre pour argent comptant, quoi. Et ça, c'est pas anodin. Surtout si on est pressé par le temps, parce qu'on dit ah l'IA c'est bien, ça va économiser du temps. Ben, le temps il change en fait. Donc justement, on parle de recrutement. Si vous deviez changer un petit peu le recrutement de demain, vous feriez quoi? Alors c'est pas évident parce que, comme j'ai dit ici, c'est des postes qui attirent beaucoup de candidatures. On a le défi de base de choisir. Je pense qu'il ne faut pas trop vite confier ça à des outils IA. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais parce que les outils IA, finalement, c'est quoi? C'est des outils quand même basés sur des données humaines, donc avec tous les biais et les défauts des données humaines, les biais quels qu'ils soient. Ça peut être même des biais racistes, par exemple, ou des biais, disons, qui éliminent des gens de valeur.
d'emblée. Et ils le font plus vite que les êtres humains. Donc, ils font les mêmes erreurs qu'humaines, mais plus vite et plus fort. C'est avant tout un amplificateur, l'IA. Donc, il faut faire attention. Mais disons, souvent, les recruteurs ne se posent pas assez la question de ce qu'ils ont vraiment besoin. Alors bon, ça, on ne peut pas influencer parce qu'on est un candidat à un job. Mais typiquement, comme je disais, beaucoup de départs à la retraite, est-ce qu'on recrute la même chose ou différemment, etc. Du côté recruteur et recruté, enfin, ceux qui offrent des emplois, c'est conscient que c'est des compétences plus générales maintenant qui comptent largement. Sans oublier les compétences spécialisées. Suivant les métiers, vous n'avez pas le choix si vous êtes programmeur ou juriste, ou voilà, il y a un métier. Mais souvent, c'est le facteur humain qui va faire la différence. Ouais. Du coup, sur Swiss Jobs, je rebondis. L'idée, c'est vraiment de rapprocher ça, les compétences, des soft skills, et de faire que l'employeur, avant même de chercher le candidat qui fit avec les compétences, puisse justement faire ce croisé de données. Nous, on n'aura pas vraiment d'IA, on aura plutôt un algorithme qui va croiser justement les valeurs humaines, les soft skills, les hard skills et, euh, et, et les power skills, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Selon vous, comment ça doit être dosé? Ah, la formule magique. En tout cas, il faut un mix. On ne peut pas sous-estimer, comme j'ai dit, les compétences spécialisées, suivant les métiers, bien sûr. Hein, mais ce serait, si on parle plus que du réseau et de relations humaines, ce serait creux ensuite. Mais c'est vrai qu'il faut d'emblée prendre parce qu'il y a des métiers qui seront plus en interaction avec d'autres que d'autres. Enfin, je veux dire, ça dépend si vous êtes plutôt en relation avec la clientèle, par exemple, avec le public ou pas. Nous, par exemple, on a dû faire un gros travail pour tous nos agents qui ont contact du public. Ça peut commencer avec l'accueil avec piscine, par exemple, ou un musée. Sachant qu'en moyenne, le public peut être un peu plus difficile aujourd'hui, un peu. Bah, la majorité se comporte très bien, mais les gens sont un peu plus stressés aujourd'hui, s'ils doivent attendre, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ouais, on est moins patient. Ouais, ils sont moins patients. Donc, d'être capable de gérer ça aussi sans perdre ses moyens. Mais c'est vrai qu'il faut un bon mix qui tienne compte du job en question. Il faut se poser ces questions en tant que recruteur. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui est prioritaire aussi? Parce on a rarement la personne parfaite aussi. Donc, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? C'est souvent aussi lié à une équipe qui existe, les complémentarités. Il y a l'appellation formelle du poste, juriste par exemple, ou programmeur, mais si ça se trouve, c'est des choses plus spécifiques. Mais alors, il faut le dire aussi pour que les gens sachent. Et du coup, on parle d'emploi suisse, on parle d'emploi à l'interne, à l'intérieur de la Suisse, mais on parle aussi de transfrontalier. Comment c'est. Alors, Genève est un peu différent, c'est très cosmopolite et c'est multiculturel. Comment c'est géré cette multiculturalité ou cette interculturalité? C'est quoi le modèle en Suisse et comment c'est géré en entreprise? Il y a trois questions dans une, mais. Je suis pas sûr que toutes les entreprises accordent assez d'importance à ça, parce qu'on présuppose que ça marche, parce qu'objectivement à Genève, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien, puisque par la force des choses, on croise forcément des gens de tout profil. Alors je crois qu'il faut distinguer un peu entre la question frontalier et autres, parce qu'on sait qu'il y a une tension latente à Genève, malheureusement, autour de la question des frontaliers, parce qu'à la fois à Genève, on a besoin, c'est tout, un besoin existentiel. Enfin, dans certaines branches, sans les frontaliers, il y aurait. Pendant le Covid, on a vu d'ailleurs quand les frontières sont fermées, il a fallu faire des passes, des laissez-passer, parce que sinon, personnel hospitalier, transport et autres, mais au sens large. Après, frontalier, c'est une catégorie qui est devenue aussi très diverse, puisque dans le temps, c'était les gens d'à côté, les Savoyards, les gens de là. Maintenant, en fait, c'est toutes sortes de gens, y compris des Suisses qui ne trouvent pas de logement chez nous. C'est là qu'il y a des tensions latentes, les frontaliers piquent nos jobs, ce qui n'est pas vrai, on l'a souvent testé, même si ponctuellement, mais je ne dirais pas globalement. Après, il y a un effet humain qui est regrettable, c'est que du coup, les gens ne coexistent que plus ou moins au boulot et dans les bouchons, pour le dire un peu comme ça. Il manque de relations humaines. Avec d'autres, j'avais beaucoup travaillé sur les relations culturelles dans le Grand Genève pour que les gens se connaissent plus. Voilà, on fait tous partie de la même région, à part ça, si on regarde historiquement. Mais il y a une pression sur le marché du travail, effectivement. C'est toujours un peu délicat. Genève en général, pour venir à Genève en général, comme je disais, est une mosaïque magnifique mais fragile de diversité. On en est très fiers. Mais c'est jamais un acquis solide comme du marbre. Ça se travaille en permanence, la migration a évolué. Il y a une époque où les migrants à Genève, au 19e siècle, c'était les Fribourgeois et les Valaisans. Les catholiques en plus, qui pour Genève était compliqué parce que c'est la cité de Calvin. Ça se décale du coup. Après, on a eu toutes les générations du sud de l'Europe, successivement, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui ont été très mal accueillis. C'est les saisonniers. Il y a eu du racisme complet, total, qu'on travaille maintenant, voilà, ça a changé. Donc à chaque génération, il y a ces difficultés. Et l'expérience montre qu'il faut travailler dessus, c'est pas un acquis. Il faut pas faire semblant qu'on est ouvert, il faut travailler dessus. Et comprendre mutuellement, ça demande un effort de part et d'autre.
Bon, il y a plusieurs espaces. Il y a le forum transfrontalier, il y a le groupement local, enfin l'instance de gouvernance. Mais justement, les dernières années, comme la priorité, et c'est très bien que c'est réussi, était typiquement le Léman Express, donc des objets durs, enfin importants, mais d'infrastructure. Je rappelle qu'à l'époque, il y a pas mal d'années, je faisais partie de ceux qui étaient déçus parce qu'on avait évacué la discussion, tout ce qui était plutôt soft, c'est-à-dire la culture, le sport, la jeunesse, la santé. Ce qui crée des liens, justement, qui montrent qu'on n'est pas deux camps, mais que dans les deux camps, il y a plein de différences. Je veux dire aussi, là-bas, de l'autre côté de la frontière, c'est énormément hétérogène, entre le Savoyard d'origine et puis la personne qui vient d'Allemagne, ou de l'autre bout de la France, simplement. Avec parfois les grosses déceptions, parce qu'on est attiré par les grands salaires à Genève, mais après on voit le coût de la vie. Et puis en plus, pour ceux et celles qui vivent en France sur des salaires français, on sait que c'est très difficile. Donc les effets dominos négatifs. Et c'est toujours la même chose dans la vie. Si on se précipite sur les choses en apparence urgentes, le chiffre d'affaires, voilà, on n'a pas le temps de faire l'accompagnement, le débat, l'échange. Mais du coup, c'est un investissement qu'on ne fait pas et qu'on paye plus tard. Ça crée des tensions et ça ne marche pas. Du coup, vous avez posé, Lina, tout à l'heure, vous a posé la question de l'amélioration du recrutement demain. On va parler vous nous avez parlé justement de ce qui est, de ces difficultés rapidement de l'interculturalité ou de multiculturalité. Mais justement, au contraire, ça attire beaucoup malgré tout. La Suisse est vue comme un Eldorado. Enfin, moi qui suis aussi un frontalier, je vois beaucoup de dynamisme entre la France et la Suisse. Je vis en Haute-Savoie, il n'y a que des gens qui ont le sourire parce qu'ils sont contents de venir en Suisse. Pourquoi on est content de venir travailler en Suisse? Ah oui, vous l'avez dit, il y a bien sûr la question des salaires, c'est un fait, avec, comme je dis parfois, le backlash sur le coût de la vie. Mais bon, la Suisse a cette image à la fois d'être rassurante, d'être un pays stable, paisible, en même temps dynamique. Même si en Suisse même, on se dit parfois qu'on n'est pas assez dynamique, pas assez réactif aux tendances du marché. Et qu'un des pièges de la Suisse, ça peut être d'être satisfait d'elle-même et donc qu'on sait que tout va bien, de ne pas se poser de questions sur ce qu'il faut adapter. Et visiblement, la Suisse attire. Moi, j'avais entendu par exemple, après la période de pandémie, que la Suisse avait à juste titre une image d'avoir plutôt bien géré la pandémie de manière pragmatique. On n'a pas eu de confinement total comme nos pays voisins, la France, l'Italie, l'Espagne. On a eu des restrictions, mais pas à la même échelle. Il faut dire aussi que la Suisse avait investi beaucoup de moyens pour les chômeurs, les chômeuses ou les entreprises. Donc on s'en est bien sorti. Donc il y a cette image que la Suisse, avec son pragmatisme, arrive à assez bien gérer les défis. Le revers, c'est que c'est aussi lent parfois pour certaines prises de décision. Les choses prennent du temps. Décision collective. Hein. Oui, c'est clair, ça prend du temps. Alors, on dit, bon, au moins, l'avantage, surtout avec le côté où le peuple décide, en fin de compte, que c'est solide, du coup. Là, typiquement, mais sinon, on va devoir un jour de nouveau voter sur nos relations avec l'Europe. Il faut gagner la bataille devant le peuple, c'est pas évident. Donc, mais c'est ça qui rend la chose aussi intéressante. Ouais, c'est ça, c'est un vrai défi du quotidien. Il y a une qualité de vie en Suisse. Alors après, moi, j'aurais plein de choses à améliorer sur plein de choses. Comme j'ai dit, entre-temps, le pouvoir d'achat en Suisse, ça devient un problème. Je ne parle même pas des frontaliers ou des gens mais à l'intérieur de la Suisse, notamment avec le coût de l'assurance maladie et des loyers. On doit gérer aussi la crise du logement qui est quand même aiguë. Puis les questions aussi de santé au sens environnement. Mais disons, c'est vrai que c'est un pays qui se débrouille pas trop mal. On va terminer là-dessus. Si vous deviez postuler auprès de l'INA, Lina, tu es en recrutement sur quel poste là aujourd'hui? Maire de Genève. Hein, voilà. Quelles seraient les 3 premières phrases que vous lui diriez? J'adore Genève dans sa diversité. Je suis très curieux de nature et très polyvalent. Puis je m'engage à fond dans ce que je fais. Je sais que j'ai une qualité d'être plutôt fédérateur de nature. Tu le recrutes? Super, je le recrute. On n'oublie pas, du coup, Swiss Jobs, donc c'est la première plateforme dédiée à l'emploi transfrontalier qui va justement connecter plutôt des humains que des entités, c'est-à-dire plutôt que des candidats et des employeurs, des personnes qui vont connecter via tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. J'espère que vous serez un bel ambassadeur pour nous. En tout cas, on viendra vous présenter la plateforme dans son entièreté dans quelques semaines, parce qu'on va sortir ça dans quelques semaines. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, j'imagine, qui est si précieux. J'ai un peu plus de temps qu'avant, j'avoue. Sinon, en attendant lundi matin, sinon dans mon ancien job, j'aurais pas pu. Un ancien maire de Genève à la retraite, ça reste un ancien maire de Genève. Hein. Je pense que vous avez beaucoup de sollicitations. Et au plaisir de vous recevoir à nouveau une prochaine fois quand la plateforme sera lancée. Le rendez-vous est pris si vous êtes OK avec nous. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Canal.